Voilà pour les hommages. Bonjour Stéphane Vernet, merci d'être en plateau sur France 24. Vous êtes rédacteur en chef délégué de Ouest France, éditorialiste en charge de la politique. Difficile de ne pas faire le lien entre la gauche plurielle de Jospin et la gauche de 2026 qui s'allie et qui se déchire constamment. Jospin, lui, avait réussi un véritable pari, hein. Oui, Lionel Jospin, ça a été le Premier ministre pendant 5 ans d'une France qui allait bien, en fait, sur le plan économique, social. Enfin, c'était un Premier ministre qui avait une cote de popularité très, très, très élevée, que tout le monde donnait gagnant, qui avait avec lui, en fait, une gauche plurielle qui s'entendait. Enfin, tous les voyants étaient au vert. Et pourtant, en fait, il rate la marche de la présidentielle de 2002 parce qu'il y a 16 candidats qui se présentent à ce moment-là. Et un éparpillement, en fait, des candidatures à gauche, notamment avec la candidature de Jean-Pierre Chevènement, de Christiane Taubira, et un électorat en fait qui se dit de toute façon il a gagné, donc plutôt que on votera pour lui au second tour, mais on va envoyer un message au premier, donc on va voter écologiste pour lui dire d'être un peu plus vert, on va voter Chevènement pour lui dire d'être un peu plus sur les questions de sécurité ou de souveraineté, etc., etc. Et le résultat de ça, c'est que il a raté la marche. Ça veut dire qu'il a réussi l'équation de l'unité pendant 5 ans à Matignon. Il avait tout pour gagner. Et ensuite, il avait tout pour gagner. Tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne. Et en fait, il rate la marche parce qu'il y a un éparpillement des candidatures au premier tour de la présidentielle. Et en fait, son décès intervient à un moment où la question se pose pleinement pour nous en 2027. C'est-à-dire que on pourrait très bien avoir l'année prochaine un 21 avril 2002 à l'envers, avec un second tour entre le Rassemblement national qui se qualifiera probablement pour la finale, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, vu les codes de popularité et la base électorale du Rassemblement national. La question, c'est de savoir qui y aura en face. Et s'il y a plein de candidats à droite, au centre et à gauche et qui sont divisés, en fait, le ticket d'entrée peut être très bas et on pourrait très bien avoir dans cette configuration-là un Jean-Luc Mélenchon qui passe la barre du second tour. Et ça, c'est aussi ce que nous disent en creux les municipales. On va en parler. Jean-Luc Mélenchon, justement, qui rend hommage à un modèle d'exigence et de travail, chantre, dit-il, en parlant de Lionel Jospin, de l'alliance rouge-rose-vert. Qui se revendique de l'héritage de Jospin aujourd'hui ? J'ai presque envie de vous dire tout le monde. Enfin, en tout cas, à gauche, voilà, les hommages sont unanimes, mais on le voit aussi du côté de l'exécutif, l'hommage du président de la République, du Même Premier de Jordan ministre. Bardella, En fait, si vous voulez, c'est aussi une autre époque. Moi, je pense que c'était il y a 25 ans, Lionel Jospin, et c'était en fait une catégorie d'hommes et de femmes politiques dans ce pays qui avaient des valeurs, une vision, qui avait une stature d'homme d'État. Parler de droiture aussi. Oui, mais oui, c'est vrai. Le fait qu'il ait, par exemple, qu'il ait dit qu'il se retirait de la vie politique après son échec en 2002, ça avait été très mal interprété, très mal vécu par ses partisans. Et en même temps, si vous voulez, il était en cohérence. Vous nous laissez orphelins, mais en fait, quand on prend un petit peu de hauteur, ce n'était pas ça. En même temps, c'est surtout qu'il était cohérent avec lui-même. Il avait compris que, en fait, c'était aussi un échec personnel. Il avait raté quelque chose. Il fait ce choix qui fait que il reste aussi quelque part dans l'histoire comme quelqu'un de droit, d'intègre, qui va au bout de ses convictions et de ses valeurs. Et c'était une époque aussi où vous aviez des grands hommes et des grandes femmes d'État qui privilégiaient, à mon sens, l'intérêt général, avant de l'intérêt personnel. Oui, et je pense qu'aujourd'hui on a une classe politique qui résonne plus de la même manière. Et puisque vous parlez de l'union de la gauche, c'est plus la même gauche non plus, en fait. Avant de parler des municipales, juste un dernier mot sur l'action politique de Lionel Jospin, qui est resté donc de 97 à 2002 sous Jacques Chirac. C'était en pleine cohabitation. C'était quoi les événements marquants, les avancées c'est quoi le CMU, l'emploi jeune, 35 heures? Alors oui, c'est tout ça. Et vous avez la CMU, donc la couverture maladie universelle, qui a quand même permis à 5 millions de Français défavorisés d'avoir un accès plein et entier à une couverture médicale et sociale. Donc c'était quand même très très important. Les 35 heures, les emplois jeunes, le Pacs. Et en fait, si vous voulez, c'était aussi une période de très forte croissance. De mémoire, il me semble qu'en 2020, on était à 4% de croissance annuelle. Et c'était un moment où l'économie allait bien. Et il y avait un certain nombre de réformes qui pouvaient se faire et qui ont été mises en place par Lionel Jospin, qui ensuite ont vécu ce qu'elles ont. Enfin, les choses ont évolué, ont beaucoup évolué par la suite. Mais à ce moment-là, en fait, encore une fois, il était au summum de son
de sa popularité. Plus de 70% des Français avaient confiance dans l'action du Premier ministre à l'époque. Songez, regardez où on en est aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est une autre époque. Alors, en tout cas, la mort de Lionel Jospin intervient au lendemain des municipales. Le second tour a livré son verdict hier soir. La gauche rempile dans 3 grandes villes, à Paris, à Lyon, à Marseille, et se déchire sur la stratégie à mener avec la France insoumise. À droite, on se félicite d'avoir renforcé son ancrage local, tout comme le Rassemblement national, qui revendique la plus grande percée de l'histoire du parti. Nicolas Chamontin. Sous les acclamations, Emmanuel Grégoire se rend à vélo à l'hôtel de ville de Paris. Le successeur d'Anne Hidalgo l'emporte largement face à Rachida Dati. Il devient maire de la capitale française. Les Parisiennes et les Parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Sarah Knafo et à ceux qui ont œuvré en coulisses pour l'union de ces droites. Et ce message est clair, Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite. À Marseille, deuxième ville du pays, le sortant Benoît Payan, soutenu par la gauche hors LFI, conserve la mairie avec un net avantage sur le lepéniste Franck Alizio. Marseille, cette ville que d'aucuns croyaient perdue, que d'aucuns croyaient acquise au Rassemblement national, a montré son plus beau visage ce soir, a montré qu'elle était capable de résister. Primo sortant aussi à Lyon avec la réélection de l'écologiste Grégory Doucet. Mais l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, refuse de concéder sa défaite et dépose un recours pour protester contre de prétendues irrégularités. Échec en revanche pour la gauche unie à Toulouse. L'insoumis François Piquemal échoue à ravir la mairie au conservateur Jean-Luc Moudenc. À Nice, 5e ville du pays, l'extrême droite remporte une victoire retentissante avec Éric Ciotti. Cela paraissait relever de l'ascension de l'Himalaya par la face nord. Eh bien oui, nous l'avons fait. Soirée contrastée pour les anciens premiers ministres. Si Édouard Philippe est réélu maire du Havre, François Bayrou est défait à Pau par le candidat de gauche. Voilà, et nous sommes toujours en plateau avec Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué de Ouest France, en charge de la politique. Bon, à entendre les partis politiques, on a le sentiment que tout le monde a gagné. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de vainqueur hier soir ? Alors tout le monde a gagné, en fait tout le monde met en avant ses propres victoires en oubliant ses faiblesses et ses défaites. Bon voilà, la vérité si vous voulez c'est que les élections municipales c'est toujours une élection de très grande stabilité. Celle-ci cette année ne déroge pas. Vous avez la plupart des exécutifs qui sont reconduits et en réalité on se concentre sur quelques villes en oubliant que plus de 95% des communes de France ont eu leur maire, enfin leur conseil municipal désigné dès le premier tour en fait. Ça c'était du jamais vu. La primo-sertant. Oui, alors il y en a quand même quelques-uns qui ont perdu, mais oui, en général, la primo-sertant fonctionne et elle a à nouveau fonctionné cette année. Dans les faits marquants, ce qu'on peut relever sur ce scrutin, c'est que tout le monde dit qu'il y a eu une percée. En tout cas, le Rassemblement national et la France insoumise revendiquent une percée extraordinaire. C'est pas une percée, c'est une vraie progression, ça c'est vrai. Vous avez un Manuel Bompard qui dit que la France insoumise fait une entrée fracassante dans les conseils municipaux en France. C'est vrai, quand vous gagnez une ville comme Saint-Denis ou Roubaix, c'est assez exceptionnel. Mais en même temps, il faut voir d'où il partait. La France insoumise a toujours enjambé les municipales. C'est la première fois qu'ils présentaient autant de listes. Il est normal qu'ils fassent de bons résultats. Mais en réalité, ils sont cantonnés aux banlieues populaires de Lille, de Paris et de Lyon. Et c'est tout. Et du côté du Rassemblement national, on dit « Ah, il y a 61 villes qui ont été prises par le Rassemblement national. Le Rassemblement national n'a jamais eu autant de villes. » C'est vrai, mais il rate Marseille, mais il rate Toulon, mais il rate Nîmes, mais il rate Lens. Et surtout, en fait, 61 villes, ça peut paraître beaucoup pour le Rassemblement national, mais en réalité, en fait, si vous comparez avec les autres partis, même Renaissance revendique plus de 200 maires, une victoire à Annecy, une victoire à Bordeaux. Le Parti socialiste ou les Républicains sont beaucoup plus. Les Républicains, qui sont les vrais grands gagnants de ce scrutin. Oui, ils remportent des villes symboliques et ils l'arrachent à la gauche, Brest, Limoges, Clermont-Ferrand, Tulle. Tout à fait. Et puis il y a les socialistes qui remportent, qui conservent Paris et qui conservent Marseille. Est-ce que vous y voyez le retour du clivage droite-gauche ou pas? Alors moi, ce que j'y vois surtout, c'est qu'en fait, les deux anciens grands partis de gouvernement sont les vrais gagnants de ces municipales. J'ai envie de dire avec un avantage pour les Républicains, en fait, qui ont plus de la moitié des villes de plus de 10 000 habitants. Donc eux, ils gardent leurs assises, ils progressent, ils prennent des villes que vous avez citées, Clermont-Ferrand étant la plus grande, fief socialiste, enfin fief de gauche, plus de 100 000 habitants, donc c'est important. Et en même temps,
ils perdent Nîmes. Et surtout, ils ne parviennent pas à prendre Paris, par exemple. Donc, eux aussi sont dans une position contrastée. Et les socialistes, de leur côté, en fait, ils peuvent faire valoir le fait qu'ils ont gardé Lille, Paris, Marseille, Montpellier, Rennes, enfin, et voilà, de vrais succès. Mais en réalité, ils perdent beaucoup de petites villes dont on ne parle pas ou qu'on ne voit pas, et ils régressent dans les villes moyennes. Et surtout, ces deux grands partis de gouvernement sont paradoxalement ceux qui gagnent, entre guillemets, les élections, qui tirent le mieux leur épingle du jeu, mais c'est ceux qui ont le plus de problèmes au lendemain de ces élections. Avec la stratégie à mener pour Exactement. 2027. Alors, quelle ça, stratégie... c'est vrai pour les socialistes vis-à-vis de LFI, mais c'est vrai aussi pour les Républicains, pour les Républicains, notamment sur les propos et le positionnement de Bruno Retailleau par rapport à Nice. Alors, commençons peut-être avec ce qu'a dit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Il reste finalement dans une ambiguïté, disons, stratégique. Il dit c'est Jean-Luc Mélenchon le problème, quoi, en gros. Mais Jean-Luc Mélenchon dit le problème, c'est Olivier Faure. Oui, et il conserve des alliances locales. Alors, on est un peu perdu. Ouais, alors en réalité, vous aviez un Olivier Faure qui dit moi je veux pas d'accord au niveau national, mais en fait chacun fait ce qu'il veut au niveau local. Et en vrai, si vous voulez, il y a une dizaine de villes dans lesquelles les socialistes ont passé des accords et fusionné leur liste avec des insoumis, ce qui est pas formidable, c'est pas énorme, hein, sur 34 875 communes. Et vous en avez 8 où il y a eu des accords entre les écologistes avec un soutien des socialistes et la France insoumise. La vérité, c'est qu'à l'arrivée, on a beaucoup regardé cette vingtaine de villes où il y avait des accords formels. Et le résultat, c'est que dans la majorité des cas, ces tandems-là n'ont pas fonctionné ou très mal. Par contre, on ne peut pas dire que tous les accords aient été totalement improductifs ou ratés, parce que je vous rappelle quand même que grâce à ces accords, vous avez Lyon qui reste aux mains de l'écologiste Grégory Doucet. C'était pas évident du tout et c'est quand même un sacré morceau. Grenoble qui reste aux mains des écologistes d'une liste d'union de la gauche. Et Nantes où vous avez la numéro 2 du Parti socialiste qui était maire et qui aurait perdu sa ville si elle n'avait pas fait d'accord technique avec la France insoumise. Donc le fait de dire les unions... Oui, donc personne n'a vraiment raison ou tort, quoi. Alors, dans la majorité des cas, ça n'a pas fonctionné, mais en fait, on ne peut pas dire que ça a été un échec partout. Et il y a des endroits où il n'y a pas eu de fusion, en fait, et les villes sont perdues par la gauche. Un dernier mot sur le bloc central et présidentiel. Les macronistes, vous le disiez, se targuent d'avoir doublé le nombre de maires, mais ça reste 200 assez maires, marginal. Oui, franchement, c'est pas beaucoup, quoi. Et puis, on a vu beaucoup Édouard Philippe, qui s'est affiché dès 20h, réélu au Havre. Est-ce que l'ancien Premier ministre prend une longueur d'avance dans la course à la présidentielle sur le bloc central ? Non, moi je ne le crois pas du tout. Après, je peux me tromper, mais en fait, si vous voulez, pour Édouard Philippe, cette élection, c'était stop ou encore. Il fallait qu'il gagne pour pouvoir continuer. Il a gagné, il peut continuer. Ça lui donne pas pour autant un avantage pour la suite, un dynamisme, un élan. En réalité, ces municipales n'ont rien clarifié, n'ont rien réglé. Il n'y a pas eu de dynamique. Mais non, la France insoumise s'est pas effondrée, elle n'est pas hors course. Édouard Philippe peut continuer. Le seul, en fait, qui est arrêté dans son... C'est François Bayrou. Exactement. À voilà. Pau. Et les autres... Ça a été la douche froide. Oui, et vous l'expliquez comment ? Ça, c'est un essoufflement des macronistes, des macronistes du bloc central, ou c'est plus personnel ? Non, moi je pense que c'est d'abord personnel. Il paye beaucoup de choses, à mon avis, François Bayrou. Peut-être sa gestion de l'affaire Betaram au niveau local, le fait qu'il était Premier ministre et en même temps maire de Pau et qu'il allait assister au conseil municipal en Falcone. Il y a plein de choses, si vous voulez. Et puis son action à la tête du gouvernement n'a pas été formidable non plus. Elle n'a pas laissé un souvenir impérissable. Je pense que ça a pu avoir un impact aussi. Et puis c'est une de ces villes où vous avez, à partir du moment où vous avez des triangulaires, il faut avoir ça peut se passer vous pouvez chuter à peu de voix près. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à François Bayrou. Merci infiniment, Stéphane Vernet, de nous avoir éclairé sur les enjeux de ces municipales.